Bonjour à tous, je m'appelle Fractalon euh, et aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle, de ma livre parce que c'est la seule livre que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a pris 10 ans, comme vous savez probablement des vidéos précédentes si vous avez regardé. Et euh, je vais vous présenter ce livre. J'essaie de contacter des vulgarisateurs de physique, j'essaie de contacter les plus grands, bien sûr, Veritasium, Sabine Hossenfelder. En France, j'essaie de contacter David Loapre, des sciences étonnantes. J'ai écrit aussi sur les formulaires de contact de Steve Mood, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais j'ai pas eu de réponse. J'arrive pas à les contacter, ils sont beaucoup trop grands. Mais comme mon père a toujours dit, les choses sont bien faites seulement si tu les fais toi-même. Comme ça, j'ai décidé de faire comme j'ai pensé depuis avant 3 ans, quand je réfléchis pour ce moment, de faire les vidéos moi-même. En sachant que je ne suis pas très fort en faire des vidéos. Je n'ai jamais fait des vidéos en effet. Euh, Seulement pour pas oublier les choses que j'ai fait pendant l'évolution de ce projet. Et maintenant, je vais vous présenter la livre qui, en effet, c'est la théorie du tout. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est plutôt en liaison avec la chimie et le tableau de Mendeleev qui il est ici à côté. Avant de commencer la présentation, pardon, j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, la théorie n'est pas finie. Il va y avoir des continuations. Tout ça, c'est une théorie statique avec des images. On pratique pour comprendre. Tout est en mouvement. Les constants cosmologiques que je parle dans ma livre, ils sont en mouvement. Et pour créer les formes, c'est toujours des tourbillons. Et pour expliquer en détail comment ça fonctionne, c'est dans d'autres vidéos. Voilà. Avant de commencer, on doit parler des deux grandes erreurs de la physique. La première grande erreur, c'est la fondation de la théorie de la relativité d'Einstein. C'est l'expérience ou l'expériment de Morley-Michelson, ou je ne sais pas comment il se prononce, qui, je le trouve, un des plus abominables idiotes prix Nobel jamais accordé, parce qu'il a parti d'une prémisse tellement erronée, et bien sûr, avec une prémisse tellement erronée, tu as la seule solution que tu arrives toujours à des conclusions erronées aussi. Et bien sûr que je vous parle, une seconde pour prendre un stylo. Et bien sûr que je vous parle de la prémisse erronée par laquelle la Terre, quand on envoie la lumière, elle est dans une rivière, dans un vent cosmique, vent solaire, je ne sais pas comment il l'a appelé. Et si la lumière, elle rentre dans la rivière, ensemble avec la rivière, elle va gagner des vitesses, et en sens inverse, il va perdre des vitesses. C'est comme la lumière, elle nage. Mais en effet, comme la prémisse est erronée, automatiquement les conclusions sont erronées parce qu'en effet, la rivière, elle est fixe. La rivière, c'est comme un océan glacé. Et la Terre, c'est comme un poisson chaud qui va dégeler avec la vitesse de la lumière cet océan glacé. Et tout de suite après, l'océan se réorganise autour de la Terre. Et tout de suite après, tous les atomes de la Terre passent. L'océan, il revient à son état glacé. Ça veut dire que la lumière, elle va parcourir même nombre de fractalons, n'importe dans quelle direction tu vas les mettre, parce que l'océan, il est glacé. C'est le même nombre de fractalons dans n'importe quelle direction qu'elle va rencontrer l'onde de la lumière. Et en partant de cette
expérience complètement idiote, extrêmement idiote, nulle, sans aucune logique. Ils ont validé son prix Nobel et aussi la théorie d'Einstein, qui a devenu une religion de tous les physiciens d'aujourd'hui. La Terre, c'est les poissons et ils nagent dans cet océan. Et l'océan, il est statique. C'est la Terre qui passe parce qu'on a une énergie de translation dans chaque atome de la Terre. Ensemble, on passe dans cet océan glacé et la lumière, elle va se propager comme une onde dans l'océan. Dans cet océan glacé, elle va discrète déglacer l'océan, si on peut dire comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais vous parler, c'est une grande erreur de la physique, que je considère la deuxième grande erreur de la physique. Les physiciens, ils n'ont pas bien écouté les chimistes, qui ont très bien dit que la groupe premier A et deuxième A, c'est un S, comme on sait, mais ici où tous les éléments cuivre, zinc, argent, cadmium, or, mercure, rhodium et copernicium, ils ont même propriété que la première groupe, mais quand même ils les considèrent dans la groupe des électrons D. Au lieu de faire un groupe à part, appelé S, comme pour la première groupe, parce qu'ils ont même propriété, et de conclure que ici on a 8 couches, 8 électrons sur la couche D et 2 sur la couche S, au lieu de dire qu'on a 10 sur les couches D. Et pourquoi c'est important? Parce que ça change tout la physique, ça change toute la chimie. Et pas seulement que ça change, mais ça donne une règle, ça donne une logique et une symétrie qui apparaissent tout de suite, qui explique tout, les vacuums, les vides, la matière, les ondes électromagnétiques, la lumière, la gravitation. Tout d'un coup, on a une théorie du tout. Non, ça c'est dans le sens inverse parce que moi, c'est du tout, pas du tout dans dans cet sens, mais à la fin, j'arrivais à ça et en arrivant à ça, j'ai regardé tout de suite, mais pourquoi j'arrivais à ça et jusqu'à maintenant c'était autre chose et j'ai découvert tout de suite l'erreur, mais l'erreur était découverte après que ma théorie, elle a sorti autre chose à l'évidence. Et on va commencer. Pour commencer, on va définir, on va essayer de construire comme Dieu tout l'univers. Pour ça, comme toute chose en mouvement, et on sait que nous on est en mouvement, les planètes sont en mouvement, les galaxies sont en mouvement, les atomes sont en mouvement, toutes les choses qui sont dans cet univers sont en mouvement. Ça veut dire en rotation ou translation. Si on prend des choses en rotation, on va les appeler des fractalons, une seule, n'importe lesquels on va prendre comme un bi. En effet, je pense que leur forme, c'est comme Platon il a dit, les dodécaèdres, c'est la forme qui remplit mieux la fonction pour expliquer toute la théorie et tous les tableaux de Mendeleïev. Vous comprenez après pourquoi je vous dis ça. J'ai oublié de dire, voilà, dans ma théorie, à propos des tableaux de Mendeleïev qui étaient construits sur les règles de remplissement des électrons, les choses qui vont changer, qu'à la place des 10 électrons sur la couche D, on va avoir 8 électrons D et 2 électrons S à l'intérieur, mais je vous explique ça après. Pour commencer, je mets ma livre ici et on met au centre pour bien voir une structure cubique. En effet, la structure cubique, c'est plutôt par multiples dodécaèdres qui sont organisés en colonnes comme ça, comme j'essaie de les mettre là, si vous les voyez. Voilà, les colonnes des dodécaèdres que vous voyez ici et là. Et si on veut voir ensemble qu'est-ce que ça donne plus comme
comme vision géométrique, ça donne ça. Vous voyez, ça donne une structure, ici fait avec des aimants, une structure cubique, vous le voyez très bien, avec multiples plans. On met des multiples plans comme ça, qui vont donner des colonnes, des fractalons dodécaèdres organisés en colonnes et dans des plans. Chaque colonne, elle va tourner dans un sens et chaque colonne, elle va tourner dans un autre sens. Vous savez très bien que si on prend, il y a des vidéos sur YouTube pour vous expliquer très bien le phénomène. Si tu prends du courant, elle va s'arranger toujours à l'équateur. Si tu prends un courant en cuir et tu le mets sur quelque chose, elle va s'arranger toujours à l'équateur pour égaliser la distance parcourue. Il y a des vidéos, je pense que c'est Steve Mood qui a fait des vidéos. J'espère que je ne prononce pas mauvais son nom. Mais quand tu vas remplir l'espace avec des multiples dodécaèdres, ils vont s'arranger tous en réseau cubique pour pouvoir garder chacun son mouvement. C'est absolument logique. Ça veut dire qu'à la fin, on va avoir des colonnes qui tournent dans un sens et des colonnes, chaque fractalon, si on met un fractalon au centre, dans un réseau cubique, vous voyez, dans chaque fractalon, il me manque un, c'est pas grave. Il est là, regardez. Chaque fractalon qui est au centre, ils sont comme des rues dentées, des gears. Et chaque fractalon, il va toucher les fractalons autour. Et ça veut dire que cette fractalon-là, s'il tourne dans ce sens, il y a 1, 2, 3, 4 qui vont tourner dans le sens inverse. Et comme ça, à l'infini, vous avez compris, c'est absolument logique. Ça veut dire que tous les colonnes ils vont tourner dans un sens. Moitié des colonnes ils vont tourner dans un sens. Et moitié des colonnes ils vont tourner dans l'autre sens. Mais, comme vous voyez bien, l'espace ici, je ne sais pas si c'est visible, il y a beaucoup d'espace qui reste entre les colonnes. Et moi, je peux encore comprimer ces structures, que tout l'air d'ici, il parte, vous voyez? Et on arrive à une structure, si on comprime, on arrive tout de suite à une structure. J'ai tout déformé, vous savez que j'ai trop comprimé et je n'ai pas comprimé uniforme. Et c'est pas grave du tout. On va les remettre tout de suite. Je continue de vous parler. Ça veut dire que une fois qu'on a cette structure, je fais plus petit comme ça, je peux travailler peut-être mieux. Ça ne va rien changer. Voilà. De toute façon, après, j'ai besoin de... Si tu arrives à cette structure, tu vois qu'il y a encore beaucoup d'espace. Ça veut dire que tu peux encore les comprimer. Et vous voyez très bien que si je les comprime, ils vont s'organiser dans une structure hexagonale. C'est la clé de toute la théorie. Une fois que tu as la structure cubique, on va l'appeler vide idéal. Une fois que tu passes dans une structure intermédiaire dans laquelle tu peux avoir des vagues, tu peux avoir des, on va dire, ajouter des fractalons dans le système sans qu'ils se bloquent. Ils vont toujours tourner. Bon, on va avoir, vous voyez, comme je peux le tourner, je ne sais pas si c'est visible. On va avoir des vagues. Et cette réorganisation des fractalons dans des vagues comme ça, dans chaque plan des fractalons avec un mouvement, on va dire, similaire, concentrique, elle va donner, elle va permettre d'amener d'autres fractalons dans le système. On peut introduire d'autres fractalons dans le système sans qu'ils sont bloqués. Mais dans les moments dans ces structures parfaitement cubiques, tu essaies d'introduire un seul nouveau fractalon parce que tu vois qu'il y a encore d'espace, une colonne ou un fractalon en plus. Dans ces moments-là, ils vont se désorganiser. Ça veut dire que la structure, vous voyez, les aimants, ils vont simuler quantique très très bien les propriétés des fractalons. Ils vont s'organiser dans une structure parfaitement cubique. N'importe ce que tu les fais, tu les laisses, ils reviennent à la structure cubique. Les aimants, ils aiment la structure cubique. C'est pas grave. Et dans ces structures cubiques, dans la seconde qui
tu essaies d'introduire un nouveau arrivé. C'est pas grave, on va le faire beaucoup plus petit. Voilà. Dans le moment quand tu vas essayer de mettre dans ces structures un nouveau arrivé, tu les obliges à se désorganiser. Ils vont se désorganiser pour arriver à une structure hexagonale. Et plus tu vas introduire, plus tu vas avoir quelque chose intermédiaire entre la structure cubique, qui c'est naturel, élastique, pour tourner tous très bien orientés, on va dire, et avec les nouveaux qui vont générer une sorte de pression et ils vont voler un petit peu de l'espace des fractalons du vide de départ. Et dans ce moment-là, vous voyez, n'importe où tu vas les mettre, ils adorent la structure cubique. Déjà, vous avez vu peut-être beaucoup, vous avez vu mon première vidéo. Et si vous n'avez rien compris, maintenant, je vous aide à comprendre mieux. Ça veut dire qu'on a le vide parfait comme une structure cubique. Et on ajoute une seule, pas une colonne, un seul fractalon. Ça veut dire à toutes ces structures cubiques, avec des plans, des fractalons organisés comme ça, un plan, deux plans, trois plans, tout l'univers comme ça, parfaitement cubique, tu ajoutes un seul fractalon. Et tu ne vas pas arriver à ça, tu vas arriver à une structure intermédiaire autour des nouveaux arrivés. Parce que tu veux les forces d'avoir un contact non équatorial. Ils ne vont plus avoir le contact équatorial. Et dans le moment quand tu forces deux balles de ne plus avoir de contact équatorial, ils ne peuvent plus tourner parfaitement avec équateur sur équateur et pôle sur des pôles. Vous voyez, ça c'est une colonne, elles tournent ensemble. Et ça c'est la deuxième colonne. Et chacun il tourne à sens inverse. Mais dans les moments quand tu obliges les fractons de ne plus avoir un contact équatorial, parce que tu as introduit un seul nouveau arrivé dans le système, tu l'obliges d'avoir un contact, on va dire, entre les fractalons, pas comme ça, parfaitement équatorial. Vous voyez, tac, 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 beau, symétrique, pôle sur pôle. Et comme la Terre, elle va avoir, pour équivaler et pour obtenir, pour continuer leur rotation, mais pour équivaler, on va dire, la trace parcourue un sur l'autre, ils vont commencer à avoir des précessions comme ça, avec rotation et précession ensemble. Ils vont arriver à remplir l'espace dans une structure intermédiaire entre cubique et complément. Comme ça. Ça veut dire comme ça, comme dans la teinte de néon, comme dans la matière. Vous voyez, la structure hexagonale qui remplit complètement l'espace, parce qu'on peut mettre des plans en structure cubique, ou on peut les mettre des structures hexagonales qui sont, on ne peut plus les comprimer. C'est comprimé au maximum. Si tu arrives de mettre les balles, ça veut dire moi, vous voyez, cette chose de vide, je peux le couper en deux, vous voyez, et dans le moment quand je le coupe en deux, j'espère que je ne détruis pas tout pour vous montrer, on arrive à le couper en deux, on peut le mettre ensemble dans une structure hexagonale. Vous voyez? Plan sur plan, structure hexagonale. Ou ici, ça restait la structure cubique, vous voyez? Mais maintenant, ils ne sont plus un sur un, sont bloqués dans ce plan, dans une structure hexagonale. Ou tu peux les mettre d'emblée, parce que si tu regardes, on a, c'est-à-dire comme ça, une structure cubique maintenant, mais si on fait les plans comme ça maintenant, tu vas avoir seulement des plans de structures hexagonales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, ils sont... Je vous montre tout de suite parce que je pensais que je me préparais beaucoup plus de matériel, mais ce n'était pas le cas. Les structures hexagonales, voilà, quand tu le construis, ça donne des hexagones. Et tu as une structure hexagonale.
Ça, cette image, c'est très important. C'est à partir de cette image que j'ai tout compris et j'ai tout construit, que je l'ai cherché dans les atomes de néon. Et si tu as deux comme ça, si tu as deux images comme ça, hexagonales comme ça, vous voyez, des hexagones, je le fais un deuxième très rapidement pour comprendre. Tu peux les arranger, les hexagones. Les hexagones, tu peux les arranger. Si j'arrive à le démarrer. J'essaie de le mettre. C'est plus facile quand on part direct d'un hexagone. Tu lui mets encore un au centre. Et, vraiment désolé parce qu'on peut perdre un petit peu le temps, mais c'est pas grave, on a le temps. Dans une heure, on va finir. Toute la théorie de la relativité, toute la théorie de unification, de Unified Theory, dans une heure. Vous pensez que ce n'est pas possible? Je vous rassure que oui. Seulement si tu as l'intelligence, comme dans les films L'éclaireur de Tarkovsky. Et regardez, quand tu les mets, ils vont s'arranger dans une structure parfaitement hexagonale, il ne reste plus d'espace, vous voyez. C'est plein, comme un trou noir. Et pour passer de la structure parfaitement cubique, les vies parfaites qu'on l'a ici tout autour, on passe à une structure, comme elle se ressemble avec toute la structure qu'on voit ici en périphérie. Je ne veux pas abîmer ma structure, parce que ce sont des aimants, ils s'abîment rapidement. Je vous les montre. Je vous fais un zoom pour bien les voir. Ça veut dire tout ce qu'on a ici autour. Vous voyez? Tout ce qu'on a tout autour de 7 au centre, c'est une structure intermédiaire entre les vides parfaits et la structure hexagonale. Et cette chose qu'on l'obtient quand on met un seul, sans obtenir encore une structure hexagonale, on met un seul nouveau arrivé, un nouveau fractalon dans le système cubique, et tout de suite, le système cubique, il va se réorganiser dans une structure intermédiaire, mais qui va bouger tout le temps, comme je vous avais dit, pour équivaler comme des couches d'oignons autour des nouveaux arrivés. On va avoir des couches et des couches de nouveaux arrivés qui vont avoir un mouvement de précession. Je l'appelle mouvement latéral, en plus des mouvements de rotation, parce qu'ils vont tourner, ils vont continuer à tourner. Mais en plus, par rapport, ça va être plus petit comme ça. Pôle sur pôle, vous voyez, pôle sur pôle. Ils vont continuer à tourner ensemble, mais il y a un qui, en plus de tourner, il va avoir aussi une précession, ça veut dire la vitesse de rotation. Une partie de l'énergie de rotation, elle va se transformer en énergie de translation. C'est ça les propriétés d'un fractalon, d'un n'importe quel ballon mouvement, avec des picots comme ça, comme un roue dentée. Elle a un mouvement de rotation et un mouvement de translation qui peut être symétrique des deux pôles ou un pôle de bouger plus rapidement que l'autre, qui donne une sorte de précession. Ou elle ne peut pas tourner du tout, elle peut seulement se déplacer. Elle ne tourne plus, mais elle se déplace. Oh, je n'ai pas changé sur 1. Vous voyez, elle tourne sans bouger les pôles, elle tourne en bougeant seulement un pôle, elle tourne en se déplaçant, tous les deux pôles, ou elle peut se déplacer n'importe où, mais toujours par rotation. Et nous, on va continuer. On va ajouter des plus et des plus de colons ou des simples fractalons dans le système. Et on va augmenter ce que j'appelle la constante cosmologique. La constante cosmologique qui, elle est de deux parties, elle est constituée de deux parties. La rotation par rapport au fractalon de vide idéal G
vous ai expliqué que cette structure, on va l'appeler vide idéal. Mais si on ajoute des nouveaux colonnes dedans et on passe à une structure avec une structure intermédiaire, ces structures intermédiaires, c'est important, on va l'appeler pas vide intermédiaire, on va l'appeler gravitation sans matière. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, on a des couches autour des nouveaux arrivés. Chaque nouveau arrivé, elle va avoir tout autour une couche comme les feuilles d'oignon avec des fractalons qui vont avoir un mouvement de translation différent de la prochaine couche. Et ce mouvement de rotation différent de la prochaine couche, cette onde qui se déplace avec chaque précision, c'est-à-dire avec chaque rotation, avec la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de rotation du fractalon, je vous explique plus tard, en effet, la vitesse de rotation, c'est vraiment la vitesse de la lumière de chaque fractalon. Ça veut dire c'est ça qui va donner sa contribution à la transmission de n'importe quelle information, ou c'est gravitationnel, ou c'est la lumière, ou c'est électron, n'importe. Chaque fractalon, par sa mouvement, en effet, sa mouvement de rotation, ça donne sa vitesse de la lumière. Et la constante cosmologique, c'est une propriété pour définir dans chaque moment, chaque fractalon de l'univers. C'est rotation, ça veut dire vitesse de la lumière, et translation, ça veut dire énergie, comme maintenant on l'appelle énergie classique, tout qu'on est exprimé avec masse, accélération, force, etc. Ça veut dire un déplacement latéral, une translation, mais on peut avoir aussi déplacement latéral seulement précession. C'est pas obligatoire d'avoir comme la Terre, comme nous quand on bouge, vraiment des translations. Et de toute façon, pour chaque translation, parce que comme l'espace il est rempli, imaginez un autobus plein de gens. Pour translater celui-là d'ici ici, il faut que tous ils changent leur place. Et pour changer leur place, et pour exister, ils vont former de toute façon des tourbillons des électrons, à la limite entre les structures hexagonales et la structure cubique. On va avoir je le mets à l'inverse, ça c'est la matière qui ne tourne plus, pour ça elle est dans ma main, elle n'a plus de rotation autour de son axe, j'essaie de ne pas le bouger, mais c'est un petit peu difficile. On va le mettre, ça c'est un autre fractalon que tu peux l'avoir comme ça, un deuxième fractalon électronique, première couche de fractalon électronique, deuxième couche de fractalon électronique. Et celui-là, il tourne encore et il bouge encore. Et vous voyez que celui-là qui est en contact avec la matière, il va avoir un mouvement de précession et toutes les 720 degrés, il va avoir un tour complet de changement de son pôle. Si j'arrive à le faire correctement, ça veut dire de lui faire aussi la précession. D'ici, c'est le célèbre spin, demi-spin des électrons de 720 degrés. Ça veut dire il est donné par 7 mouvements planétaires de celui-là qui tu dois aussi tourner et celui-là qui fait aussi un mouvement planétaire à l'inverse pour voir mieux les pôles. C'est ça qui va donner la célèbre demi-spin d'électrons. Parce qu'en effet, les fractalons, ils ne peuvent pas glisser. Ils peuvent se déplacer latéralement et ça donne une onde de lumière. Dans des moments quand ils changent les constantes cosmologiques et l'espace entre la structure cubique et la structure hexagonale, ils peuvent bouger. Mais ça va donner ce mouvement qui s'il est perdu, s'il va sortir des tourbillons d'électrons, des tourbillons qui sont forts comme ça autour de la matière. Mais pour voir bien, il faut que c'est plus facile de le faire parce que j'arrive pas à le tourner et à le déplacer en même temps. Mais si je le fais comme ça, vous le voyez mieux. Vous voyez comme les pôles, elles tournent. Si je le fais correctement, elles vont tourner pile 720 pour je ne sais pas combien de rotations. Ça veut dire les spins d'électrons. Et dans les moments, parce que je n'ai pas arrivé encore à la matière, j'ai tout mélangé, mais ce n'est pas grave. Si on continue de mettre dans la structure
pour augmenter de plus en plus la constante cosmologique, ça veut dire on ajoute plus, parce qu'il y a encore beaucoup d'espace entre les fractalons dans une structure cubique. Nous, on veut être méchant, on met de plus en plus. Si il y a un, il est un petit peu déformé. Dans un autre endroit, on met deuxième. Et cet mouvement qui je l'appelle gravitation sur matière des couches au moment autour des nouveaux arrivés des couches d'oignons, ce mouvement de translation comme tu es sur une plateforme vibrante, elle va faire que les deux, ils viennent, mais ils vont c'est pas toucher, parce qu'ils peuvent encore tourner ensemble. Il n'y a pas assez de densité. C'est une gravitation, on peut l'appeler gravitation. En effet, c'est des endroits où il y a plus de fractalons pour unité de volume qui vont avoir une structure désorganisée, et moi je l'appelle gravitation sur matière. Mais en effet, la gravitation sur matière, si elle est proche de la matière, on va l'appeler différemment, on va appeler voltage ou augmentation de la tension. Ça veut dire une densité plus de fractalons dans une région. Avant de se transformer en matière, ils vont former une région avec une constante cosmologique plus augmentée. Pourquoi? Parce que les fractalons périphériques, ils vont garder leur énergie. Ils ont beaucoup d'énergie de rotation. Ils ont contact équatorial. Eux qui ont déjà perdu de leur énergie de rotation, ils vont perdre plus. Et la vibration qui est autour d'eux, elle va les faire de les amener tous au même endroit. Ça veut dire, au début, tu vas avoir un endroit avec plus de fractalons, mais toujours organisé dans une structure presque cubique. Et ça, c'est la gravitation sur matière. Ça, c'est des électrons. Ça veut dire, de toute façon, si tu vas les mettre une nuage d'électrons comme ça, à côté d'un autre nuage comme ça veut dire gravitation sur matière, ils vont former un seul nuage, pas deux, mais plus grande. Mais ils ne vont pas s'écraser. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Sur une boule électrostatique, ils ne partent pas dans l'espace, les électrons. Ils restent toujours dans la boule. Et dans la périphérie, la boule, elle augmente. Dans la périphérie, on va voir que tous les électrons, ils vont rester sur la périphérie de la boule, sur notre cheveu, mais à distance un de l'autre. Ça veut dire, ils ne peuvent pas se séparer. Sauf s'ils trouvent des endroits avec la constante cosmologique plus petite que ça veut dire des fractalons beaucoup plus denses, et ils vont aller là-bas. Ça veut dire les électrons, ils cherchent la matière, on va dire. Ils cherchent là-bas où ils ont moins d'énergie pour couler là-bas. Plus le vide il est stable, plus il a plus de rotation la colonne, il ne va pas l'accepter l'électron. Il va être obligé de partir là-bas où ils ont déjà perdu l'énergie de rotation. Ça veut dire que le vide, il est de droite, il aime son espace vital, et la matière, elle est de gauche. Les électrons deviennent déjà de gauche. Ils vont rester tous ensemble dans un endroit, mais ils ne peuvent pas se toucher. Et plus on augmente, plus on va au centre, elle va apparaître une région avec des fractalons plus denses. Et cette région des fractalons plus denses, à la fin, parce que si on ajoute, on est méchant et on joue à Dieu et on va mettre de plus en plus de fractalons dans le système. On sait qu'à la fin, normalement, ils vont tous se bloquer, ils vont seulement tourner ensemble pour garder les momentum, comment on l'appelle, les moments, l'énergie. Mais, parce que la notion de friction à l'espace quantique, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Ça peut exister des vibrations, rotation, ça veut dire mouvement latéral. La lumière, c'est un mouvement latéral dans des comment ça s'appelle, avec une certaine fréquence, un mouvement latéral après l'autre, à un certain moment. Et les électrons, c'est des fractalons avec un mouvement latéral. En effet, la lumière et les électrons sont presque la même chose. C'est mouvement latéral, mais dans un courant circulaire, comme un tourbillon. C'est comme un tourbillon, c'est des mouvements latéraux organisés dans un tourbillon.
dans un cône de tourbillon autour de la matière. Et en effet, quand ce tourbillon il est désorganisé par un autre tourbillon, il y a une partie des tourbillons qui, on va dire, va couler. Pour ça, je dis qu'on passe des poissons à verso, qui va couler dans l'espace. Et cet écoulement vers l'espace d'un électron, ça veut dire d'une densité de fractalons, c'est comme une onde gravitationnelle, et après une autre onde gravitationnelle parce qu'ils se touchent avec, ils ont leur propre vitesse de rotation, les tourbillons des électrons autour. Et quand ils se touchent, il y a une partie de cette lumière qui tourne en cercle dans des cônes autour des atomes. Elle va partir en espace, et cette partie cette énergie qui va partir en espace de translation, qui en effet c'est comme un nuage d'électrons. Pour ça, c'est l'effet Compton, parce que la lumière, c'est déjà un groupe de fractalons plus dense. Tu ne peux pas dire que c'est un électron, c'est l'équivalent d'un électron. Oui, parce qu'on dit c'est un fractalon électron pour un cube de 10 sur 10 sur 10. Ça veut dire pour 1000, tu mets un de plus. Et ça, mais en effet, tu ne peux pas savoir quand tu es dans un bus, tu mets encore une ombre. Tu sais pas, tu vois que tous sont là-bas maintenant très rapprochés, mais tu ne sais pas jamais qui c'est le dernier venu. Ça veut dire tous, ils forment un groupe plus dense. Tu as mis une pour 10, pour un cube de 10 sur 10 sur 10, mais à la fin, tu as 1001 pour un cube de 1000. Ça veut dire il est avec un plus dense. Vous voyez, ça c'est la célèbre quantification, parce que quand ils partent, cette vague, tu dois avoir un pour je ne sais pas combien pour échapper et partir dans l'espace, ou sinon ils vont tourner, ils vont équilibrer l'énergie par rotation et translation de manière différente. Mais si on continue d'ajouter des fractalons de nouveau et de nouveau dans les systèmes, qu'est-ce qui se passe? Dans un moment donné, ils vont se bloquer. Et quand ils se bloquent, c'est absolument logique que dans un espace, à la place de je ne sais pas combien, mais la structure de 3, je sais, ce n'est pas stable. Tu ne peux pas faire une structure de 3 dans une structure cubique comme ça. Et la première structure qui est stable, qui est bloquée, qui ne peut plus bouger, c'est la structure hexagonale. Ça veut dire, tu prends 6 et à la place des 6, tu mets 7. Vous voyez? Tu mets 7 et tout autour va être un petit peu désorganisé. J'essaie de vous montrer une seule fois que la structure autour, mais à distance, ça reste les cubes. Vous voyez? C'est un seul plan qui est détruit. Vous voyez? On va bien. J'essaie de vous faire un zoom. À la place des 6, je mets 7 et tout est un petit peu désorganisé. Mais à la distance, il va se réorganiser.